Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer dans les studios de Canal Sud 92.2. Une émission mensuelle portée par l'association Tilt basée à Toulouse pour parler culture et parler queer. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parlera d'initiatives locales et de militantisme, de violences conjugales, de racisme systémique et de privilèges blancs, de ripostes féministes et de justice restaurative, d'intégration et de call-out dans les milieux queer, de violence et d'autodéfense médicale. De tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Une émission située sous le prisme féministe et queer. Un espace pour donner la parole aux personnes concernées et aux professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique. Animée avec douceur, radicalité et ressources. L'émission d'aujourd'hui est dédiée à la rentrée révoltée, aux mouvements sociaux de contestation contre l'austérité globale et la répression, et des mouvements sociaux en soutien à la cause palestinienne. Dans cette émission, certains sujets sensibles peuvent être abordés, comme le génocide en cours à Gaza, la répression, les violences policières ou la colonisation. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir plusieurs invités. Aïssa, du collectif Thousand Madeleines Toulouse, et Farah et Sacha du comité de soutien à la Palestine. Un grand merci aussi à Claire à la régie. Avant de plonger dans le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Sacha et du coup, je fais partie du comité de soutien à la Palestine 31. Et moi, je m'appelle Farah. Je suis également au comité de soutien à la Palestine 31. Et pour situer le comité, c'est un comité dont la ligne politique est antisioniste, anticolonialiste, anti-impérialiste et antiraciste. Moi, je m'appelle Aïssa, j'ai 28 ans et je fais partie du collectif des Thousand Madeleines to Gaza de Toulouse. Et on a un collectif citoyen international non violent de désobéissance civile. Merci, je vais me présenter aussi. Donc moi, je suis Amy, cofondatrice de Tilt et de ce podcast. Je m'identifie comme Gwyn, noire et valide. Et je travaille autour des dynamiques relationnelles et lutte contre les discriminations à travers des formations, des ateliers, des conférences, des tables rondes. Salut, moi c'est Jo, je fais partie aussi de l'équipe de Tilt et je suis cofondateur de ce podcast. Je suis une personne blanche, valide et queer et mon travail il porte sur l'accompagnement des conflits à travers notamment la médiation et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et des discriminations avec un focus sur le milieu festif. Alors, pour introduire ce sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez, donc je m'adresse à vous, est-ce que vous pourriez présenter vos structures respectives en répondant un peu aux questions de à quel public s'adressent vos actions, dans quel cadre est-ce que vous intervenez et qui fait appel à vous ? On peut commencer du coup pour le comité de soutien à la Palestine. Pour revenir un peu sur l'historique, le comité il s'est créé à la suite du 7 octobre 2023. À l'initiative de plusieurs organisations et d'individus qui voulaient se mobiliser face au génocide en cours à Gaza et contre la colonisation en Palestine. Du coup, on s'est réunis autour de différents mots d'ordre. Donc évidemment, avec l'arrêt du génocide en cours à Gaza, la fin du jumelage entre Toulouse et Tel Aviv, la libération de tous les prisonniers et prisonnières palestiniens et palestiniennes, la fin de la colonisation et de l'apartheid en Palestine et la libération de la Palestine de la mer au Jourdain. Alors, le collectif Thousand Madeleines to Gaza, il existe à Toulouse depuis août dernier. Au début, donc c'est un mouvement international. Au début, c'était vraiment une idée de levée de fonds pour avoir des bateaux pour essayer de briser le blocus à Gaza par des citoyens, du coup, face à l'inaction des États. Et petit à petit, il y a des groupes locaux qui se sont créés parce qu'en fait, il y avait un besoin d'avoir des actions beaucoup plus locales. C'était beaucoup plus facile d'agir de manière locale. Les objectifs principaux, c'est de récolter des fonds pour faire partir des flottilles avec des citoyens. Et après, il y a aussi un objectif vraiment de visibilité et de faire des actions pour qu'on continue à parler de Gaza, du génocide en cours et
et de tout ce qui peut se passer et qui peut souvent il va y avoir des flashs médiatiques, donc typiquement quand le Madeleines est parti, d'un coup tout le monde en parle et tout le monde va aller dans la rue pour la libération du Madeleines, et puis ensuite tout va s'essouffler, et du coup là il y a vraiment une volonté de continuer à parler de ça de manière continue. Nous, nos actions, elles sont donc locales, elles s'adressent dans l'idée à tous et toutes. On aimerait pouvoir apporter le sujet un peu dans tous les lieux, donc pour nous de Toulouse et autour. Ok. Et est-ce que je peux vous demander, Sacha, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'était peut-être sur les actions concrètes du comité, je sais pas si on en parle... Oui, je voulais juste rajouter par rapport à nos mots d'ordre qu'il y avait aussi la demande des retours des réfugiés palestiniennes et palestiniens. Et si vous voulez, on peut faire un point sur les actions qu'on met en place dans le cadre du comité. Alors, on organise des manifestations déjà pour visibiliser la cause palestinienne. On organise également des actions de boycott contre les entreprises complices du génocide à Gaza ou complices de la colonisation. Les plus fréquentes et les plus régulières sont les actions de boycott à l'encontre de l'enseigne Carrefour. Carrefour qui se vantait au début de l'action génocidaire de distribuer des repas aux soldats israéliens, mais aussi qui par des contrats de franchise avec Consumer Products, par exemple, est installé dans les colonies en Cisjordanie. Donc voilà, on essaie d'organiser ces actions de boycott. On organise aussi des événements culturels à la fois pour visibiliser la culture palestinienne, mais aussi de lutter contre un élément composante du génocide qui est d'effacer la culture palestinienne. On fait des alliances aussi avec des collectifs antiracistes ou féministes ou queer pour créer des alliances et aussi pour visibiliser la cause palestinienne au sein de ces collectifs, parce que parfois c'est un angle mort de ces collectifs-là que d'intégrer la cause palestinienne au sein de leurs actions. Et on essaye de relayer aussi des campagnes, qu'elles soient nationales ou internationales, qui essaient de lutter contre la répression des voix palestiniennes, mais aussi contre la répression des voix pro-palestiniennes. Je ne sais pas si on donne un exemple, si tu veux bien, Sacha, donner un exemple de la... Oui, par rapport à ça, je ne l'ai pas dit dans les mots d'ordre, mais c'est vrai que le mouvement de soutien à la Palestine, il fait face à beaucoup de répression. Et par rapport à ça, nous, on participe à la campagne notamment autour de la libération de Ali. Donc Ali, c'est un réfugié palestinien, donc a obtenu le statut de réfugié en France et qui a été incarcéré en France depuis le mois de mai 2024 sur la base de fausses accusations israéliennes. Et du coup, à cause de cette incarcération, il est menacé de perdre son statut de réfugié alors qu'il a même pas encore été jugé par le droit français. Donc c'est une situation qui n'est pas du tout isolée, ça concerne d'autres réfugiés palestiniens et palestiniennes en Europe, notamment en Allemagne. Et donc ça s'inscrit vraiment dans la continuité de politiques racistes, de répression, d'expulsion, plus généralement à l'encontre du droit d'asile en France. Et du coup, il y a un comité de soutien qui a été créé. Voilà, on pense que c'est important de soutenir. Il y a une pétition qui est en ligne et donc le comité s'appelle Libérer Ali. Si jamais vous voulez aller suivre sur Instagram, relayer les informations, les prochaines dates à suivre. Voilà. Merci. On reviendra du coup sur la répression tout à l'heure plus en détail. On pourra en parler. Moi, j'aurais une petite question pour toi, Aïssa. Est-ce que ce serait possible pour nos auditeuristes qui sont pas du tout au fait de clarifier ce que c'est une flottille ? Oui, du coup, une flottille, c'est un nombre le plus conséquent possible de bateaux qui partent pour Gaza, donc avec à leur bord des personnes, des citoyens, citoyennes, des médics, des médecins, des infirmières, infirmiers, mais aussi des personnes entre guillemets lambda, en tout cas qui ont envie de pallier les carences des États qui n'agissent pas contre le blocus et contre aussi le génocide, enfin l'inaction, on va dire, des États. Et du coup, c'est un nombre conséquent de bateaux qui vont naviguer jusqu'à Gaza dans l'espoir pour donner de l'espoir et dans l'espoir de briser ce blocus. Et du coup, là, depuis la France, il y a eu 2 départs déjà de la Soumoud et des Thousand Madeleines, donc qui sont 2 associations différentes.
Et il y a eu aussi donc, le bateau Conscience. En fait, il y a eu des petits départs individuels qui ont pu se faire. Et ensuite, là, il y a eu ces 2 gros départs. J'ai pas exactement les chiffres, mais il me semble que la Soumoud, il y avait plus de 30 bateaux. Et les Thousand Madeleines, c'était plus autour d'une quinzaine, 10-15. Voilà, chiffre à vérifier. Et voilà, tout en sachant en fait que c'est hyper peu probable d'arriver jusqu'à Gaza. Et pour les 2 flottilles, les personnes se sont fait kidnapper sur les eaux internationales par les autorités israéliennes. Voilà, c'est ça une flottille. Et du coup, nous, dans ce cadre-là, on va s'inscrire dans une levée de fonds pour pouvoir faire partir ces bateaux. L'idée, c'est aussi que tout ça serve à, donc, je disais, à visibiliser Gaza et la situation en Palestine. Donc, nous, dans nos actions, donc, il y a la communication autour du projet. Et après, il va y avoir beaucoup de tenues de stands, d'organisation d'événements, essayer d'être un peu partout pour pouvoir parler de la Palestine et parler du projet et récolter des sous pour que ça puisse continuer. Et donc là, il y a un troisième départ qui va être organisé. Et le but, c'est que ça puisse continuer, en fait, que ça s'essouffle pas, quoi. Qu'il y ait toujours des départs et que le mouvement citoyen continue de vivre. Tu parlais de votre présence dans différents lieux ou dans tous les lieux possibles pour vous visibiliser. Est-ce que tu aurais des exemples ou des lieux où les gens pourraient vous inviter ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, à Toulouse, on a pu faire 2 événements, donc plutôt dans des lieux assez militants, comme le Pic Mill, par exemple. Et après, on a été sur énormément de stands, en réalité. Par exemple, on a pu aller au Atom Festival, pu aller à Queer des Champs, à la Foirée. C'est des lieux comme ça plutôt qui nous accueillent. Et aussi une autre action dont j'ai pas parlé, mais c'est les cagnottes. Donc l'idée, c'est d'aller déposer des cagnottes un peu dans plein de lieux. Et là, c'est pareil, on a une liste de lieux à Toulouse qui ont accepté de prendre des cagnottes. Et en fait, il y a aussi beaucoup de boutiques, par exemple, avec des personnes qui ne savent pas trop comment agir, mais qui sont révoltées, mais qui trouvent pas forcément le temps et l'espace, on va dire, dans leur quotidien d'agir. Et du coup, leur proposer de prendre cette cagnotte, pour eux, c'est une manière de faire un petit geste. Et des fois, c'est des endroits qui peuvent être assez... on va pas forcément y penser, donc pour autant, des lieux très militants, des tiers-lieux, etc., on va plutôt ne pas être surpris s'ils acceptent, mais des fois en centre-ville, des salons de thé, des endroits un peu plus normés, on va dire, qui acceptent aussi, et pour eux, c'est un peu leur manière de participer. Donc nous, c'est aussi trouver un peu des espaces pour que tout le monde puisse faire quelque chose à ce sujet. Et donc, rien que le fait d'avoir aussi ces petites cagnottes qui vont s'éparpiller en ville, on va plus voir, visibiliser la question qui va se répandre dans la ville. Donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là. Ok. Merci pour la précision. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce collectif ? Donc moi, du coup, c'est assez récent par rapport à vous du comité. Mais je pense que les Thousand Madeleines, quand ça a démarré à Toulouse, ça a proposé aussi quelque chose d'assez... on était en train de construire quelque chose. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir, pour moi, de pouvoir m'intégrer dans quelque chose qui était en construction. Et les personnes, donc les 3-4 personnes avec qui j'étais au départ, insistaient beaucoup sur le temps qu'on pouvait y allouer, etc. Enfin, il y avait beaucoup de bienveillance autour de ça. Donc ça, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce qui s'est monté. Et ensuite, plus concrètement, sur mon envie, je pense que comme beaucoup de gens, on se sent impuissante et désespérée face à la situation. Et juste, je crois que, comme pour beaucoup de militants, il y a un moment où le cerveau, il fait un petit shift, il y a un changement et on se dit, maintenant, en fait, je vais arrêter de juste être triste et de scroller Instagram en me disant que le monde est affreux et je vais faire quelque chose de mon temps libre à ce sujet. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas encore des moments où je me sens impuissante et où j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. Mais il y a aussi plein de fierté et plein de moments où ça marche. Et quand les Thousand Madeleines sont partis, même la Soumoud, c'était... Tout le monde parlait de ça et juste, c'est hyper intense de se dire qu'on fait partie de tout ça et de cette solidarité internationale. Voilà, des fois, on
on peut se comparer, se dire que c'est pas assez, quelle est notre légitimité, etc. Mais néanmoins, c'est hyper important, juste pour moi, aujourd'hui, d'agir sur ce sujet et sur d'autres. Ok, merci. Moi, je vais parler pour nous, du coup. Après, je pense que ce qui a participé au fait qu'on ait rejoint et participé à la création du comité, il y a évidemment un engagement sur les questions antiracistes, anticolonialistes et à la question de la Palestine, mais il y a forcément aussi eu une urgence politique à se mobiliser et de manière massive. Après le 7 octobre, il y a aussi eu une répression hyper brutale à Toulouse où c'était pas possible de se réunir, d'organiser des manifestations, etc. Donc je pense que c'est aussi ce qui a participé à l'émergence du comité, à ce qu'on soit nombreuses à vouloir se réunir dans un cadre aussi qui est assez large. Après, au comité, il y a aussi le fait qu'on revendique une ligne politique assez spécifique, donc à savoir antisioniste, anticolonialiste, anti-impérialiste, antiraciste. On fait aussi au maximum des liens avec d'autres luttes anti-impérialistes, anticolonialistes. Je pense aussi tout un travail autour de ce qui se passe en France en termes d'islamophobie d'État, de racisme d'État, que tout ça c'est lié à ce qui se passe en Palestine. D'où l'importance aussi pour nous d'être présente dans d'autres espaces, de participer aussi aux mobilisations féministes, aux mobilisations queer, de faire des ponts et des liens entre tout ça. Parce que c'est des logiques, des systèmes de domination, d'oppression qui vont s'abattre sur certains corps, les corps non blancs, les corps queer, etc. On est aussi dans une posture où on considère qu'en étant dans un pays impérialiste comme la France, on a une responsabilité à se mobiliser, à confronter nos gouvernements qui participent activement au génocide en cours à Gaza, qui ont participé à la création de l'État d'Israël. Et du coup, c'est sur ça aussi qu'on veut appuyer dans tout ce qu'on fait. Merci pour vos présentations et pour votre engagement. J'aimerais tout d'abord rappeler quelques faits pour poser le contexte de la discussion qui va suivre. Donc, depuis plusieurs mois, à travers le monde, on assiste à des soulèvements populaires. À Madagascar, des manifestations ont provoqué la dissolution du gouvernement. Au Népal, la répression d'un soulèvement étudiant et jeune a entraîné des morts et la démission du Premier ministre. Au Maroc, la Gen Z proteste pour de meilleurs services publics, donc c'est-à-dire le droit à l'éducation, à l'accès aux soins, et milite contre la corruption. On sent une vague globale de refus de l'injustice qui traverse continent et génération. Aux États-Unis, c'est ICE, la brigade anti-immigration de Trump, qui a nettement intensifié ses arrestations. Fin septembre 2025, c'était plus de 59 000 personnes qui étaient détenues, dont plus de 70% sans condamnation pénale. Des enquêtes ont documenté des conditions très dures d'incarcération, personnes enfermées pendant plusieurs jours dans des petites salles et manque d'hygiène, enfermant sans accès suffisant aux services de base. Donc face à ces raids aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui les dénoncent et qui s'organisent. On voit des actions de résistance civile, des manifestations pacifiques, des blocages, des rassemblements, et beaucoup de citoyens filment les arrestations et mettent en place des vigilances collectives dès que des voitures de ICE passent dans les rues. Les gens se préviennent entre eux pour éviter interpellation en silence. En France, depuis le début des bombardements et du génocide à Gaza, des manifestations massives pour la Palestine se multiplient en Europe et à travers le monde sous les slogans « Free Palestine » ou « Cessez-le-feu maintenant ». Mais pendant ce temps, dans la bande de Gaza, malgré l'annonce du cessez-le-feu, l'armée israélienne continue les bombardements et à tuer. Elle continue à coloniser illégalement les territoires palestiniens. La famine se poursuit car le blocus de l'aide humanitaire n'est que partiellement levé. L'armée israélienne continue de bloquer les populations civiles restant pris au piège malgré la libération des otages. Alors que la solidarité s'exprime partout dans les manifestations, les occupations, les rassemblements, à travers ces actions, l'État français répond par un dispositif répressif. Interpellation massive, interdiction de manifester ou de se rassembler et même confiscation des drapeaux palestiniens. Pour donner quelques exemples, à Toulouse en juillet 2025, il y a plus d'une centaine de manifestants qui se sont retrouvés pour soutenir la Palestine malgré une interdiction préfectorale. Toujours à Toulouse, début octobre, la préfecture de Haute-Garonne a publié un arrêté pour interdire une manifestation de soutien à la flottille. Sur le plan symbolique, il y a plusieurs mairies françaises qui ont voulu hisser le drapeau palestinien
Elles ont été sommées de retirer ce drapeau. Le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet d'agir en invoquant la neutralité du service public. Et selon la Ligue des droits de l'homme à Toulouse, un rassemblement pacifique interdit a été dispersé par des charges policières, du gaz, des grenades de désencerclement, ce qui pose quand même, rappelons, une grave question en termes de liberté de réunion pacifique. Et sur le plan politique, l'Union européenne est mise en cause pour son incapacité à imposer des sanctions réelles, ce qui laisse un vide entre paroles et actes. On va écouter un extrait de discours de l'eurodéputée Rima Hassan qui s'adresse aux dirigeants européens. Il y a 77 ans, ma famille a vécu la Nakba, la destruction de plus de 500 villages, le massacre de milliers de civils, l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Et ce que peu disent ici, c'est que les Palestiniens de Gaza sont en grande majorité des enfants de cette Nakba et ce qu'ils vivent aujourd'hui est une Nakba continue. Au moment même où nous débattons de l'annexion de Gaza, 14 000 bébés risquent de mourir à cause du blocage de l'aide humanitaire. De quoi devons-nous débattre au juste? Des 50 000 morts et des 120 000 blessés? Des 100 000 tonnes de bombes larguées sur une population civile que Netanyahou veut déporter? Des 90% d'écoles et d'hôpitaux qui ont été délibérément ciblés? Ou encore des 221 journalistes assassinés? Quelle discussion reste-t-il à mener au sein d'une Union européenne dont les dirigeants se sont rangés du côté de la complicité? À tous ceux qui nous embarquent dans un monde qui consent au génocide, je vous dis avec force, vos discours ne nous intéressent plus. Vous êtes ce que vous faites, seuls vos actes comptent. J'en terminerai par l'appel du médecin Raphaël Pitti qui a opéré à Rafah. Face au génocide, la seule réponse possible est la désobéissance civile. Dans cette capsule, on entend Rima Hassan dénoncer l'inaction des dirigeants européens et leur complicité dans ce génocide et rappelle que face à de tels comportements de discours, la seule réponse est la désobéissance civile, une réponse par le peuple et pour le peuple. Est-ce que vous aviez déjà entendu cet extrait ou ce discours de Rima Hassan? Est-ce que vous souhaitez réagir? Moi, je ne l'avais pas entendu, mais je voulais juste appuyer tout ce que tu as dit par rapport à la question de la répression, par rapport à tout ce que tu as listé. Je pense que c'est aussi important de parler des procédures de dissolution. Il y en a eu une toute locale ici à Toulouse, donc la dissolution du collectif Palestine Wakra en février 2025. Voilà, où c'est un collectif qui a fait un travail exemplaire de mobilisation sur la question de la Palestine ici localement, et notamment autour de la campagne pour la libération de Georges Abdallah qui a été libéré le 25 juillet. Et du coup, je pense que ça fait aussi partie de tout l'attirail répressif. Il y a aussi le collectif Urgence Palestine qui n'est pas dissous mais qui est toujours sous le coup d'une procédure de dissolution. Je pense que c'est important aussi de soutenir ces collectifs-là et de s'opposer à tous ces outils répressifs qui concernent tout le monde. Enfin, je pense que c'est pas uniquement c'est la répression pour le soutien à la Palestine qui a été visée là, mais ça consiste aussi toutes les autres luttes. Voilà. Merci pour les précisions. On va faire une courte pause musicale avec l'artiste Nai Barghouti, chanteuse, flûtiste et compositrice palestinienne. Elle mêle musique traditionnelle, jazz et influence classique avec une voix qui traverse tout. Le morceau qu'on écoute, Lis Farouz, est un hommage à Farouz, une icône libanaise. Ce morceau, c'est aussi une manière de relier héritage culturel et résistance, un moment de souffle et de beauté venu de Palestine.
أشعلت فيروزنا قنديلها ألهمت روحنا أصبحت في المساء وحدها ولا ألهمت جنان صوتك ألهمت روعة الأمسيات أنت فيروز في أنت في في صميمي. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons de culture, parlons queer. Ce matin, on accueille Thousand Madeleines Toulouse avec Aïssa et le comité de soutien à la Palestine avec Sacha et Farah pour parler de cette rentrée révoltée. Avant la pause musicale, nos invités se sont présentés et ont présenté leur structure. Et Joe nous a fait le portrait de ce qui se passe en France et à l'international en termes de révolte populaire. Et ça chauffe, on adore. Merci Joe pour cette intro. En lien avec nos invités d'aujourd'hui, on va faire un focus sur les mouvements de soutien à la Palestine et on va maintenant aborder les enjeux que les collectifs, les assos, les politiques ou les civils peuvent rencontrer en étant engagés. La répression politique que l'État exerce sur les militants et militantes en soutien à la Palestine est complètement démesurée et passe par différents moyens. Des violences policières pendant les manifestations, des dissolutions de collectifs et des accusations d'apologie du terrorisme. Ces accusations d'apologie du terrorisme visent aussi bien des figures politiques, comme la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui a annoncé le classement sans suite de la procédure, ou l'eurodéputé Rima Hassan, ou encore le cheminot et candidat à l'élection présidentielle de 2022, Anas Kazib, dont le procès a été reporté à 2026. Mais ces accusations d'apologie du terrorisme touchent aussi des collectifs ou des civils. On en parlait tout à l'heure, Sacha t'abordait cette question-là. Plusieurs collectifs ont été dissous par le Conseil d'État, notamment le collectif Palestine Vaincra qui est né à Toulouse. Il a été dissous par décret en février 2025 et voici leur réponse suite à l'annonce de ce décret. Je cite: « Nous dénonçons cette décision éminemment politique qui est un coup sans précédent porté contre l'ensemble du mouvement de solidarité avec la Palestine en France », a déclaré le collectif dans un communiqué. On sait en réalité que l'intention de Gérald Darmanin de nous dissoudre n'était pas liée à l'absence de modération des commentaires sur les réseaux sociaux, mais était liée aux positions politiques qu'on défend, a-t-il ajouté, dénonçant un contexte de criminalisation du soutien à la Palestine. Le 28 avril 2025, Urgence Palestine a été informée par le ministre de l'Intérieur de l'intention de sa dissolution. Volonté qui a été confirmée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau.
T'en parlais tout à l'heure, du coup, la dissolution n'a pas encore été actée, mais ils sont toujours, du coup, en jugement pour ça. On écoute une capsule sonore de Al Jazeera français qui est allé à la rencontre des membres d'Urgence Palestine. Le gouvernement veut dissoudre le collectif Urgence Palestine, fondé par la diaspora palestinienne. Salah Hamouri est un ancien prisonnier politique d'Israël et membre d'Urgence Palestine. Il dénonce une volonté de faire taire les voix qui s'élèvent contre le génocide. Urgence Palestine, depuis son départ, elle a participé à plus de 100 manifestations, à des conférences. C'est une des plus grandes orgas aujourd'hui pour la Palestine en France. La diaspora palestinienne, elle a un rôle pas que humanitaire, mais aussi hautement politique, d'être la porte-voix des Palestiniens qui n'ont pas le droit de s'exprimer à l'intérieur de la Palestine. Ça fait des mois et des mois que la droite et l'extrême droite et le lobby sioniste en France appellent à la dissolution d'Urgence Palestine. On ne pensait pas que ça va arriver à ce niveau-là. Urgence Palestine, fondée après le 7 octobre 2023 et le début de la guerre contre Gaza, avait notamment déposé une plainte contre X pour complicité de génocide après que des militants pro-Israël s'étaient filmés en train de bloquer de l'aide humanitaire vers Gaza. Bruno Retailleau a annoncé le 30 avril son intention de dissoudre le collectif en même temps que la Jeune Garde, une association antifasciste fondée à Lyon. Il justifie vouloir taper sur l'islamisme pour pouvoir protéger nos compatriotes musulmans. La réalité, c'est qu'Urgence Palestine disait depuis le début que c'était une dynamique génocidaire dès l'automne 2023. La réalité, c'est qu'Urgence Palestine avait raison et que sa dissolution, c'est une vraie offensive liberticide contre laquelle on compte bien effectivement se défendre. On est en train de rédiger nos observations, on déposera un recours dès lors que le décret sera publié. Puis par ailleurs, il faut une grande mobilisation politique et démocratique pour se tenir à leur côté. On assiste à une répression majeure. Je pense que c'est peut-être le seul pays dans lequel la totalité des manifestations ont été interdites à l'automne 2023. Et la seule préoccupation de l'État, c'est de faire taire toutes les voix dissonantes, les voix palestiniennes qui expriment en réalité leur opposition extrêmement ferme contre l'apartheid, contre la colonisation, contre le génocide. Et c'est surtout la crainte qu'en réalité, ce très très vaste mouvement de solidarité qui s'exprime depuis 1 an et demi n'ait de cesse de grandir, de s'intensifier, de s'organiser, de se structurer. Et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent taper vite et fort. À la fin de cette capsule sonore, on entend Elsa Marcel, l'avocate d'Urgence Palestine, dire que l'État veut frapper vite et fort pour éteindre les voix de solidarité à la cause palestinienne. On assiste à un véritable acharnement du gouvernement. Le 21 mai 2025, l'un des fondateurs d'Urgence Palestine, Omar Al-Soumi, a vu ses avoirs financiers, c'est-à-dire ses comptes bancaires, ont été bloqués à la Banque Postale suite à un décret du ministre de l'Économie et du ministre de l'Intérieur. L'accusation d'apologie du terrorisme, les dissolutions ou le gel des comptes bancaires sont pas les seules armes pour silencier les discours solidaires avec le peuple palestinien. Plusieurs milliers de personnes ont été verbalisées lors des manifestations organisées régulièrement par les collectifs. Je me tourne maintenant vers vous pour vous demander quels enjeux rencontrez-vous dans vos collectifs et quelles dynamiques ou difficultés vous pouvez rencontrer. Je peux réagir. Je pense, du coup, par rapport à la capsule qu'on a entendue, je pense qu'effectivement, nous, on est assez récent. Ça fait 3-4 mois que le collectif à Toulouse existe. Et effectivement, cette répression massive, elle freine parce que les personnes ne se sentent pas en confiance pour être solidaires et lever des fonds pour Gaza. Forcément, il y a de la peur, entre guillemets, c'est un grand mot et c'est un mot que je mets moi, je ne sais pas si tout le monde le vit comme ça, mais en tout cas, il y a forcément une appréhension, par exemple, à faire des prises de parole, à déclarer des manifestations en son nom. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent freiner finalement le mouvement de prendre de l'ampleur. Et je veux aussi faire un lien avec la question de la mobilisation et du nombre de personnes qu'on va être dans le collectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, on entend souvent manifestation, des gens qui disent qu'ils ont peur de revenir, qu'ils osent plus manifester, qu'ils osent plus s'engager. Et en fait, ce que fait l'État, ça fonctionne à un certain niveau. En tout cas, moi, je le vois dans ce qu'on fait. Et typiquement, la dernière manifestation en soutien à la flottille qui a été réprimée vraiment... il y avait une disproportion de présence de police. C'était impressionnant. Et dans la manifestation, j'entendais des gens dire moi, je reviendrai plus. Voilà. Donc, clairement, c'est impressionnant.
Et donc voilà, nous, ça nous fait un challenge pour recruter des personnes, pour garder des personnes, mais aussi, effectivement, pour porter des actions un peu plus visibles, encore une fois, genre avoir de la visibilité. Encore hier, j'ai croisé une personne qui nous avait accueillis en stand il y a des semaines et on était restés que 2 heures, l'événement finissait vers minuit et nous, on était partis à 21h parce qu'on avait des contraintes. Et la police est venue 1 heure après parce qu'on les avait appelés, parce qu'il y avait un stand pour la Palestine sur l'événement. Et du coup, la police voulait faire fermer l'événement à cause de ça, et nous, on n'était plus là, donc c'est pas arrivé. Mais c'est pour dire, et ça, c'était en août, je pense. Donc, voilà, tout ça, on avait à peine 1 mois, c'était un des premiers, je crois que c'était le premier stand qu'on a fait. Bref, tout ça pour dire qu'on le vit, et on le vit aussi beaucoup en parlant beaucoup sur les moyens de communication. C'est vraiment une charge mentale, en plus sur un collectif qui est naissant, de se poser toutes ces questions, de comment on communique, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'il faut des surnoms, est-ce qu'on peut s'appeler par nos prénoms, est-ce qu'on peut aller à ce rassemblement, qui va prendre la parole. C'est toujours des questions, quoi. Et il y a plein de choses de manifestations qu'on aimerait faire et qu'on déclare pas, parce qu'on n'arrive pas à trouver le rythme, les personnes qui se sentent en fait de porter cette voix. C'est un sujet qui revient souvent, quoi. Moi, je pourrais rajouter que on a été particulièrement touchés par la dissolution du collectif Palestine vaincra, parce que c'était un collectif toulousain. Mais préciser aussi que cette répression, elle est nationale, mais aussi elle se trouve aussi au niveau de tous les États occidentaux. En Angleterre, par exemple, il y a eu l'inscription sur la liste des organisations terroristes de l'organisation Palestine Action. Et donc cette répression, elle se généralise, et Salah Hamouri l'a dit, il y a une volonté quand même de réduire, de faire taire tout mouvement de soutien politique à la Palestine, et de le réduire à un mouvement plutôt humanitaire, avec toujours cette même logique impérialiste des pays occidentaux, impérialistes sauveurs des autres pays, et de contester toute organisation ou toute lutte de résistance politique. Les exemples que tu as donnés tout à l'heure, Rémi, avec la fermeture des comptes bancaires, il y a aussi le compte bancaire de l'UJFP qui a été fermé, donc l'Union des Juifs français pour la paix. Et donc les poursuites, elles sont pour apologie du terrorisme, mais il y a aussi des poursuites de plus en plus fréquentes pour antisémitisme, pour le seul soutien à la Palestine. Et je voudrais faire référence ici à des collectifs, par exemple Tzedek, dont une antenne locale existe aussi à Toulouse, et qui justement porte la voix, pour qui c'est important de faire cette séparation entre antisionisme et antisémitisme, et de ne pas mélanger les deux comme veulent le faire les autorités. Et Tzedek, donc, qui existe à Toulouse, porte justement la voix des personnes juives antiracistes et antisionistes, et souligne justement que c'est important de continuer à faire la distinction, et de ne pas qu'Israël ne soit pas le porte-parole de la population juive. On parlait tout à l'heure du coup de tous les moyens de répression utilisés. Et donc voilà, ce qu'on disait, il y a les dissolutions, apologie du terrorisme, etc. Mais il y a aussi ce que tu disais, Aïssa, de fortes violences policières. Enfin, moi, j'ai vu une manif où vraiment, au Capitole, c'est parti dans une violence. Et je pense qu'il y a une vraie organisation de l'État pour empêcher les gens de continuer à s'investir. Je veux dire, de faire pression, les personnes qui sont arrêtées, sont violentées, sont intimidées, pour vraiment faire pression sur LE pour ne plus continuer à être engagé, à militer. Et ça fait peur. En même temps, ça crée un climat de tension quand on voit 30 camions de CRS dans les allées Jean Jaurès, tout le monde, ils sont tous suréquipés, on voit même pas un œil de leur visage. Ça donne pas envie d'aller manifester pacifiquement. Enfin, il faut avoir beaucoup de courage et de force et d'énergie et de ressources pour pouvoir continuer à s'investir, vouloir continuer à aller dans la rue quand on est face à tout ça, quand on entend toute cette répression. Tout à l'heure, j'ai écouté une émission de Mediapart qui parlait justement de la Palestine et de ce niveau de répression et de censure. Et il y a Rima Hassan qui disait que, en fait, la situation palestinienne, c'est un peu comme le curseur
elle trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme le curseur de nos libertés. En fait, on se rend compte au niveau international de où se situent nos libertés d'expression, nos libertés de solidarité, de soutien, d'engagement, qui sont des libertés fondamentales, en fait, et sur lesquelles on est de plus en plus réprimé de façon de plus en plus violente. Ouais, par rapport à ça, je voulais juste ajouter que je pense que le contexte en France, il s'inscrit aussi dans une continuité de lois islamophobes, la loi séparatisme de 2021, etc., qui ont mené à déjà beaucoup de dissolutions. Et je pense que ça, c'est aussi le résultat de tout ce qui s'est passé avant, toutes ces lois-là, depuis les différents mandats d'Emmanuel Macron. On voit bien qui est-ce que ça vise en termes de personnes, de population. Globalement, je pense qu'en France, les mobilisations anti-impérialistes, anti-coloniales, elles sont reçues de manière très, hostile. Et donc ça aussi explique aussi, à part ça, je pense, ce qui se passe maintenant. Nous, on a rajouté dans nos mots d'ordre de mobilisation la criminalisation de la Palestine n'est pas un crime. Soutenir la Palestine n'est pas un crime. Soutenir la Palestine n'est pas un crime. Et c'est vrai que c'est un mot d'ordre hyper important qu'on essaie de répéter à toutes nos mobilisations. C'est très important de continuer la lutte. Nous, on fonctionne en AG ouverte et on n'a pas l'impression qu'il y ait moins de monde qui viennent en AG. C'est toujours aussi vivant. Ouais. Là, avec la rentrée, il y a beaucoup de personnes nouvelles qui ont rejoint l'AG pour préparer de nouvelles mobilisations en soutien au peuple palestinien. Oui, et je pense que paradoxalement à tout ce que j'ai dit avant, la répression est aussi l'impression que soutenir la Palestine est un crime est aussi un moteur pour pas lâcher et continuer en fait à faire ce qu'on fait parce que soutenir la Palestine n'est pas un crime et du coup on est légitime à le faire et on va continuer à le faire et c'est même un moteur au final. Ouais, et c'est hyper fort, je vois beaucoup sur Insta des images, parce que je vis aussi les manifestations, je les trouve hyper fortes, mais voir des images un peu dézoomées avec en hauteur de milliers de personnes qui se sont habillées en rouge, qui portent les couleurs de la Palestine, qui manifestent dans les rues. Je trouve que ça donne aussi une force hyper puissante pour continuer à s'investir et de voir justement cette résistance de l'État. Pour moi, la France est un un gouvernement colonial, néocolonial, et c'est ça qu'en fait que ça vient toucher. Je trouve le soutien à la cause palestinienne, ça vient toucher la France dans son néocolonialisme et son impérialisme, et c'est absolument de ça dont ils veulent se défendre. Et du coup, non, je m'arrête là. Très bon point. Ouais. Il n'y a pas besoin de dire plus. J'ai oublié la fin de ma phrase, donc j'arrête là. On va faire une pause musicale. On va écouter I Am Rose. I Am Rose est une artiste qui mêle R&B, soul et pop. I Am Rose aborde des thématiques engagées comme l'identité et l'acceptation de soi, ou la critique du conformisme et la conscience sociale. On écoute son morceau Dollar. How many days, how many bodies, how many nights, how many stories, blood on your hands, victims are plenty, my eyes are open, my heart is heavy, you don't care. You won't care. You should care. 'Cause we care. Tell me why the price of someone else's life equals my dollar. Tell me why the price
months? What is your death toll? How many years? Once a home, now rubble. Where is your truth? Where is your candor? All you give us is fluff. Puff out your chest and pander. You don't